Sous le soleil cru du Sahel, un lingot surgit d'une fonderie locale et rompt l'habitude coloniale héritée des raffineries étrangères. Le Burkina Faso transmute des résidus miniers en or certifié sans prêt du FMI ni tutelle et inverse une équation que l'on disait immuable. Pourquoi cette barre, frappée Made in Burkina Faso, fait-elle frissonner les marchés tandis qu'Ibrahim Traoré parle de souveraineté, de contrôle et non d'assistance? Si l'or cesse de servir la cupidité et commence à servir la liberté, que se passe-t-il ensuite dans la région et au-delà? Ce récit s'en tiendra aux faits vérifiables et à la structure promise, décrire ce qui change quand une nation garde la chaîne de valeur chez elle. Le bénéfice direct pour le lecteur, comprendre les leviers concrets d'autonomie. À partir de la matière somme la matière perdue, stérile, rejet, concessions épuisées, émergent des chiffres, des mécanismes et des conséquences sociales sans enjoliver ni ajouter des données absentes de la source. Nous suivrons un fil clair. Contexte, décision, méthode, effets mesurables, objections sérieuses, pistes d'action. Stakes élevés. Si le Burkina Faso capte la valeur du raffinage, qui persévère et que gagnent les villages exposés au mercure et au cyanure? Micro-hook, un seul lingot recyclé peut-il déplacer des milliards d'allocations de marché? L'enjeu n'est pas l'or en soi, mais qui décide de sa valeur? Comment les contrats tracent son trajet? Et pourquoi la dépendance ressemble à l'intégration quand la transformation reste offshore? La suite montrera ce basculement, en mesurant l'avant-après et en posant des repères prudents pour ne pas surinterpréter des tendances locales. Mini Reveal 1. En 2025, l'or issu des déchets atteint une pureté de 99,7%, affiché Made in Burkina Faso. Mini Reveal 2, sans $1 du FMI, l'État annonce une récupération de valeur chiffrée à plus d'1 milliard de dollars sur des résidus jadis délaissés. Derrière ces symboles, une trame apparaît. Pendant des décennies, près de 80% de l'or brut quittait l'Afrique vers la Suisse, les Émirats arabes unis, l'Inde ou le Rwanda, où la valeur grimpait au fil du raffinage, de la marque et des circuits opaques. Les villages, eux, restaient avec des cratères, des vapeurs de mercure, des rivières au cyanure. Cette dissociation entre extraction locale et transformation extérieure a produit une économie double. Une colonne officielle, documentée, fiscalisée pour les multinationales et une colonne souterraine, vaste, mobile, où prospèrent intermédiaires, passeurs et travail informel. Ibrahim Traoré arrive dans ce contexte tendu avec une ligne claire, garder, pas tout, mais davantage, de la chaîne de valeur sur le territoire. La proposition est modeste dans sa mécanique, ambitieuse dans ses effets. Nettoyer des haldes toxiques, industrialiser un procédé de récupération, former des coopératives et des techniciens, publier des volumes raffinés et réinjecter les profits dans des capacités locales. Le pourquoi maintenant se comprend par un faisceau de contraintes et d'opportunités. Volatilité record des cours, service de la dette en envolée, réalignement politique au Sahel et maturité technique d'un raffinage à coût abaissé par l'IA, les micro-réacteurs et le biolixiviation. L'enjeu n'est pas de réinventer l'or, mais de refermer des fuites de valeur mesurables sans exporter les risques environnementaux. La prudence s'impose, les chiffres cités restent issus d'estimations et d'objectifs, les contrats demeurent déterminants et l'intégrité du contrôle public sera décisive. Cependant, le signal narratif a changé. Ce qui était qualifié de perte devient inventaire, ce qui était déchet devient matière, et ce qui était validation à l'étranger devient standardisation domestique. Ainsi se dessine une causalité simple. En réduisant l'exode de matière et en ajoutant une étape de transformation, on convertit un coût écologique en actif économique disciplinaire. Pour guider le lecteur, 2 scènes courtes valent un long schéma. Scène A. Dans une raffinerie publique, un mineur artisanal autrefois marginalisé apprend à classer, filtrer, précipiter et couler un lingot estampillé national. Son geste, simple, ferme une boucle. La poussière de stérile redevient métal monnayable sans traverser les frontières et sans dépendre d'un certificat étranger. Scène B. Dans un laboratoire périphérique, une ingénieure ajuste le pH en temps réel, surveille le débit dans un micro-réacteur, calibre la température et valide la pureté via capteur. Le protocole est moins toxique,
que le cyanure historique, plus traçable, auditable et compatible avec une formation qualifiante, conduisant à des emplois stables. Ces micro-cas éclairent un mécanisme. L'inclusion progressive des artisans et des diplômés crée une main-d'œuvre hybride, capable de respecter des seuils environnementaux tout en livrant une qualité vendable aux standards export. À l'échelle des politiques, l'agence publique citée supervise la chaîne, agrège des données d'entrée, forme des cohortes locales et transforme un secteur jadis dominé par l'externalisation technique et la sous-facturation. Le récit demeure réaliste. Le raffinage ne résout ni l'inégalité, ni la volatilité des cours, ni la pression contractuelle, mais il déplace la frontière utile entre extraction brute et transformation à valeur, ce qui recompose les incitations. En deçà, les villages cessent d'être uniquement zones de coût. Au-delà, la marque nationale devient un actif symbolique et financier, capable d'attirer des partenariats sur des bases moins asymétriques. So what? Rapprocher la valeur réduit la dépendance mesurable. Tout commence par un paradoxe. Au moment où les marchés doutaient de la viabilité africaine, le Burkina Faso annonça un programme national d'or issu des déchets. L'annonce surprit non par sa technique, mais par son audace politique. Ibrahim Traoré n'y parla pas d'un miracle, mais d'un renversement d'habitude. Nous ne cherchons pas la charité, nous forgeons notre propre chaîne. Cette phrase fit basculer le récit national. Avant 2025, les exportations suivaient un chemin connu. Extraction, expédition, raffinage étranger, retour de produits semi-finis à prix quintuple. Après 2025, un autre cycle émergea. Collecte des stériles, tri géologique, biolixiviation locale, coulage domestique. Le mouvement fut discret, presque silencieux, mais son effet cumulé frappa vite les bilans. En 8 mois, les coûts de production chutèrent d'environ 37%, tandis que les recettes d'exportation progressaient de plus de 320 millions USD. Chaque once raffinée localement signifiait moins d'avions cargo vers Zurich ou Dubaï. Dans les villages, l'effet le plus tangible fut paradoxalement sensoriel. Moins d'odeur de mercure, moins de boue cyanurée, plus de salaire formel. Les images circulaires, ouvriers en combinaison bleue, fourneaux modulaires, femmes versant l'or liquide dans des moules calibrés. On parlait d'une révolution tranquille. Les observateurs étrangers y virent un essai d'autonomie. Les habitants, une reprise de souffle. Puis vint le pic de tension. Les rapports de Zurich et Londres signalèrent un risque de recomposition du marché mondial. Les investisseurs évaluèrent qu'une internalisation africaine du raffinage pourrait déplacer plus d'1 billion USD de valeur annuelle. Les mots devinrent armes, nationalisme, perturbation, précédent. Ibrahim Traoré répliqua calmement « L'indépendance économique n'est pas une menace, c'est une respiration ». Ce point marqua le climax. Les coopératives reçurent un appui logistique, les ingénieurs locaux obtinrent des brevets internes et l'État légiféra sur la traçabilité de l'or recyclé. Un décret obligea à déclarer tout flux supérieur à 5 kg, réduisant la contrebande. Les analystes parlaient désormais de modèle burkinabé, non plus comme une théorie, mais comme un protocole testable. Le changement social suivit la courbe industrielle. Près de 30% des nouvelles recrues du raffinage furent des femmes. La formation technique devint un levier d'émancipation. Les écoles polytechniques enseignèrent la chimie verte comme patriotisme appliqué. Des slogans surgirent. Nos déchets valent de l'or. Pourtant, chaque avancée dévoilait une fragilité. Dépendance aux prix mondiaux, besoins énergétiques croissants, tensions avec certains bailleurs inquiets de perdre leur levier d'influence. Mais l'élan collectif resta plus fort que la prudence. Le pays voyait ses lingots non comme un produit fini, mais comme un manifeste visible, preuve qu'un territoire peut écrire sa propre équation de valeur. La séquence se conclut là où tout avait commencé, devant un four ouvert sur le rouge du Sahel. Le lingot, encore chaud, portait l'inscription « Fabriqué au Burkina Faso ». Autour, des mineurs regardaient en silence. Un technicien murmura « Nous avons enfin raffiné notre avenir ». Ainsi la chronologie se ferme. Quichua, Cao-Trao, Duchon. Le choc initial s'est transformé en onde stable. Le métal coulé devient narration, et la narration, politique publique. Avant 2025, le Burkina Faso exportait chaque année plus de 6,7 milliards USD d'or,
mais en perdait environ 4,8 milliards par sous-facturation et circuits opaques. Autrement dit, près de 70% de la valeur totale s'évadait avant d'être comptabilisée. Baseline posée. Après le lancement du programme de raffinage national, ce delta s'est partiellement refermé. Les pertes extérieures ont reculé de près de 600 millions USD par an, selon les estimations internes. Première mesure tangible, 600 millions. Phrase clé, chaque dollar conservé sur le territoire alimentait des infrastructures au lieu de subventionner l'évasion. Deuxième chiffre, plus 45% d'efficacité de raffinage par rapport au procédé traditionnel. Ce gain découle d'une biolixiviation locale réduisant la toxicité de 60% et les coûts d'environ 200 USD par once d'or. Explication, moins de déchets, moins de dépendance à des réactifs importés, plus de contrôle sur les intrants. La science devient un levier d'économie directe. Troisième donnée, plus 35% d'augmentation salariale moyenne dans le secteur du raffinage et plus 10 000 nouveaux emplois formels, dont 40% de femmes. Chaque fiche de paie, traduite en revenu stable, convertit un ancien travail informel en citoyenneté économique. Ce basculement social compte autant que le gain monétaire. Il stabilise les foyers et crédibilise la politique publique. Les données croisées dessinent une équation simple. Valeur récupérée, plus transparence, plus inclusion, à souveraineté mesurable. Ibrahim Traoré, lors d'un discours au Musée national, a rappelé que le contrôle n'est pas une idéologie, c'est une méthode comptable. L'affirmation résume la démarche. Compter ce qui restait invisible, valoriser ce qui était délaissé. Autour de ces chiffres gravitent d'autres indicateurs. 12 000 acres de terre réhabilités, chaque hectare rendu à l'agriculture vaut plus qu'une tonne exportée à perte. 8 000 arbres plantés près des anciennes zones industrielles, symbole d'une économie circulaire où l'écologie n'est plus un coût. 15% à 20% de la production nationale, désormais issue du recyclage, cette part, en 2025, génère environ 1,1 milliard USD de revenus neufs. Le delta environnemental se mesure aussi, émissions de mercure, 40%, pollution des rivières en baisse nette. Ces données traduisent un rééquilibrage entre extraction et restauration. Là où la statistique servait autrefois à signaler une dépendance, elle devient outil de pilotage. Sur le plan macroéconomique, le FMI même reconnaît indirectement la solidité du modèle. Malgré le refus d'austérité, le ratio dette PIB reste sous 55%. La stabilité vient non d'un effacement de dette, mais d'une création interne de valeur. Ces chiffres ne sont pas des promesses, ils sont les traces matérielles d'un changement de structure. Pour les observateurs, l'essentiel n'est pas la croissance ponctuelle, mais la réallocation durable des flux, moins de rente externe, plus de revenus domestiques, moins de dépendance, plus de compétences. Ainsi, l'économie du Burkina Faso entre dans une phase vérifiable. Les nombres servent de garde-fou contre le récit lyrique. Ils prouvent que la souveraineté, mot souvent abstrait, peut se chiffrer, se publier, s'auditer. Ibrahim Traoré le répète, « Ce que nous comptons, nous le contrôlons ». Et ce contrôle, lentement, redéfinit le sens même de la richesse dans tout le Sahel. Le premier argument, souvent entendu dans les cercles économiques étrangers, repose sur la prudence. Un pays enclavé, dépourvu d'accès maritime, manquerait d'échelle pour transformer son or de façon compétitive. Selon cette thèse, la centralisation du raffinage au niveau régional ou international serait plus efficiente. Les coûts d'énergie, de transport et de certification seraient trop lourds pour un État encore en développement. Mieux vaudrait, dit-on, exporter la matière brute, importer les devises et compenser par d'autres secteurs. C'est la logique du marché mondial optimisé, hérité des décennies de dépendance aux chaînes globales. Face à cela, le second argument, défendu par Ibrahim Traoré et une partie des économistes du Sahel, affirme qu'il faut renverser la question. Ce n'est pas le manque d'échelle qui coûte cher, mais le manque de contrôle. Le raffinage externe paraît rentable sur le papier, mais chaque intermédiaire capture une part de marge, de transparence et de souveraineté. Autrement dit, ainsi, ce qui semble efficace dans les bilans court terme se traduit par une perte stratégique long terme. Le modèle burkinabé ne nie pas la mondialisation, il en redéfinit la géométrie. Les chiffres du terrain étayent cette position.
Le coût d'extraction d'une once d'or recyclée à Ouagadougou revient environ 200 USD, moins cher que les procédés importés. Le rendement énergétique, grâce aux microréacteurs et à la biolixiviation, s'élève à plus de 90%. Ces données réduisent l'écart avec les grands centres européens. Par ailleurs, la création de 10 000 emplois formels a diminué la pression sociale sur les zones minières, ce qu'aucune optimisation comptable externe ne mesure. Pour les sceptiques, la contre-argumentation la plus solide n'est pas morale, mais pragmatique. Le modèle peut coexister avec le commerce international à condition que la valeur ajoutée initiale reste locale. La souveraineté n'exclut pas le marché, elle exige la symétrie. En cela, le Burkina Faso n'impose pas une doctrine, il teste une hypothèse. Et si la rentabilité réelle d'une économie se mesurait aussi en dignité et en stabilité? Ainsi se clôt le débat de cette section. Entre efficacité financière et autonomie structurelle, le compromis se joue non sur les mots, mais sur les bilans. Et pour l'instant, les bilans soutiennent la voie burkinabé. L'or n'était qu'un prétexte. Cette phrase d'Ibrahim Traoré, prononcée lors d'une cérémonie au Musée national, résonna comme une fracture douce dans le récit collectif. Jusqu'ici, on parlait de métal, de prix, de procédés, désormais, on parlait d'identité. Le Burkina Faso n'affinait pas seulement son or, il affinait sa mémoire. La transformation économique devint un miroir moral, où la pureté mesurée à 99,7% traduisait aussi la volonté de se défaire des impuretés politiques héritées. Ce midpoint renverse la dynamique. Le projet cesse d'être technique pour devenir civilisationnel. La maîtrise industrielle n'est plus une fin, mais un langage de souveraineté. Ibrahim Traoré le formule ainsi: ce que nous coulons, c'est notre droit à définir notre valeur. Dans cette perspective, chaque lingot est une phrase écrite dans la grammaire d'une indépendance nouvelle. Dès lors, l'histoire quitte la mécanique pour la conscience. Les ateliers deviennent des écoles, les ouvriers des symboles, et la chaleur du four devient celle d'une renaissance. Ce moment marque la bascule du possible, quand la technique se fait idéologie et que la dignité se mesure en grammes d'or pur. Le premier effet est institutionnel. En centralisant la supervision du secteur aurifère, le Burkina Faso crée un précédent administratif. L'État devient à la fois producteur, régulateur et garant de traçabilité. L'agence nationale SONAP, fondée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, forme plus de 4000 ingénieurs et techniciens, modernise les standards d'audit et réduit de moitié la dépendance aux certifications étrangères. Résultat, la transparence budgétaire s'améliore, le ratio dette-PIB reste stable sous 55% et les recettes minières deviennent une base fiscale durable. Le mot d'ordre gouvernemental, contrôle, compétence, confiance, se traduit désormais en indicateurs mesurables. Les coopératives locales et les PME minières bénéficient directement d'un cadre plus clair. Les licences d'exploitation incluent désormais une clause de recyclage incitant à investir dans des procédés propres. Une douzaine d'entreprises ont déjà adopté la biolixiviation locale, réduisant leurs coûts d'environ 200 USD par once raffinée. Les partenaires étrangers, initialement sceptiques, y trouvent un terrain de collaboration plus prévisible. Cette formalisation progressive crée un marché régional intégré où la conformité devient avantage compétitif. L'ancien modèle d'extraction sauvage cède place à un écosystème d'innovation. C'est dans la vie quotidienne que le changement se voit le mieux. En 2025, plus de 60 000 mineurs artisanaux sont enregistrés et formés à l'usage d'outils écologiques. Les émissions de mercure chutent de 40%, les salaires augmentent de 35% et chaque foyer gagne une stabilité inédite. Des femmes, auparavant exclues, composent 30% de la main-d'œuvre du raffinage. Un glissement social qui transforme la perception du travail minier. Dans les écoles techniques, les enseignants rappellent que chaque formule chimique est un acte d'indépendance. Pour la première fois, le mot « or » évoque non la fuite des ressources, mais la maîtrise des savoirs. Le rayonnement dépasse les frontières. Le Niger, le Mali et le Ghana envoient des délégations pour observer le protocole burkinabé. La Banque africaine de développement estime qu'une généralisation continentale pourrait retenir 15 milliards USD par an à l'intérieur des frontières africaines. Ce modèle inspire une coordination politique nouvelle. L'Alliance des États du Sahel, AES,
élabore un cadre commun pour la souveraineté minérale. Les effets géopolitiques s'esquissent, moins de dépendance au marché de Zurich et de Dubaï, plus de circulation des compétences au sud. L'ensemble compose un tableau inédit. Un pays jadis, classé parmi les plus pauvres, devient laboratoire d'une économie circulaire africaine. Ibrahim Traoré le résume sans emphase. Nous n'avons pas trouvé de miracle, nous avons appris à compter autrement. Dans cette phrase se loge tout un modèle, ni rupture totale, ni soumission passive, mais la lente conquête du contrôle sur sa propre équation économique. Scénario de base. Si le rythme actuel se maintient, le Burkina Faso consolidera sa capacité nationale de raffinage autour de 3 nouveaux pôles, Hyundai, Gawa et Kaya. Chacun est conçu pour traiter jusqu'à 250 000 tonnes de résidus miniers par an, générant près d'1 milliard USD de valeur ajoutée. Dans cette hypothèse médiane, l'or recyclé atteindrait 30% de la production totale nationale. Les recettes publiques croîtraient d'environ 8%, tandis que les formations techniques absorberaient la demande d'emploi. Ce scénario suppose la stabilité institutionnelle, la continuité des partenariats africains et un maintien du prix mondial de l'or au-dessus de 2000 USD l'once. Si les cours mondiaux restent élevés et que la coopération régionale AES s'intensifie, l'impact pourrait dépasser les attentes. Le modèle burkinabé serait alors adopté par 4 à 5 pays du Sahel, créant un corridor de souveraineté minérale. Le Burkina Faso deviendrait pôle de formation et de transfert technologique, exportant non plus de la matière, mais des compétences. Dans cette version, la croissance dépasserait 6%, les investissements verts doubleraient et les institutions financières africaines commenceraient à refinancer localement le développement industriel. Ibrahim Traoré a d'ailleurs évoqué cette ambition. Notre or n'est pas un métal, c'est une méthode que nous pouvons enseigner. Si les tensions géopolitiques s'aggravent ou si les financements régionaux se tarissent, le programme pourrait ralentir. Des contraintes énergétiques, une baisse du cours international ou des difficultés logistiques pourraient ramener la part de l'or recyclé sous 20%. La perception internationale risquerait alors de se retourner, réduisant les marges d'exportation. Cependant, même dans ce cas, les infrastructures construites, les savoir-faire transmis et les habitudes de traçabilité resteraient des acquis. Le risque principal ne serait pas économique, mais psychologique, la tentation de revenir à la dépendance. Si le Burkina Faso parvient à maintenir la cohérence entre technologie, transparence et inclusion, alors la souveraineté économique deviendra un actif exportable. Sinon, la transformation resterait inachevée, un potentiel suspendu. Entre ces deux extrêmes se joue le pari d'une génération. La variable décisive n'est pas le prix de l'or, mais la constance du projet collectif. Chaque transformation nationale commence par un regard individuel. Quand un mineur de Ouagadougou contemple le lingot qu'il a lui-même purifié, il n'y voit plus seulement du métal, mais la preuve que son geste compte. Et lorsque le spectateur, à des milliers de kilomètres, observe cette scène, il perçoit une question adressée à chacun. Que signifie créer de la valeur? Est-ce extraire ou transformer? Les images venues du Burkina Faso touchent parce qu'elles ne parlent pas d'exploit, mais de reconquête ordinaire. Des femmes en blouse blanche, des ingénieurs débutants, des enfants visitant les laboratoires. Autant de visages qui déplacent le centre de gravité du récit africain. Là où l'on voyait la dépendance, on découvre l'autonomie qui s'apprend. Pour le spectateur, cette histoire s'agit comme un miroir, et elle rappelle que la souveraineté n'est pas un privilège des États puissants, mais un effort quotidien, collectif, mesurable. Elle invite à réfléchir à nos propres dépendances, énergétiques, technologiques, mentales. Le Burkina Faso montre que la liberté n'est pas un mot abstrait, c'est une équation de gestes, de savoir et de patience. Ibrahim Traoré l'a dit sans emphase. Ce que nous faisons ici n'est pas contre quelqu'un, c'est pour nous-mêmes. Cette phrase, simple et droite, résonne au-delà des frontières. Elle parle d'un continent, mais aussi d'un principe universel. Personne ne peut bâtir un avenir durable sur la seule imitation. En regardant ces fours rouges du Sahel, le lecteur n'assiste pas à un miracle, mais à une pédagogie. Celle d'un peuple qui apprend à se faire confiance. Et peut-être, au fond, c'est cette confiance qui vaut plus cher que l'or. La transformation burkinabé ne repose pas sur un slogan, mais sur une méthode.
5 étapes structurent ce plan que le gouvernement présente comme un itinéraire mesurable, non un horizon vague. 1. Identifier et cartographier les résidus miniers. Chaque site abandonné est scanné par drone géologique et spectromètre. Les données sont centralisées au sein d'une base nationale, accessible aux universités et aux coopératives. Cet inventaire permanent constitue le socle de la transparence. 2. Raffiner localement à faible impact. Grâce au réseau Burkina Smart Refining, les laboratoires utilisent la biolixiviation pour extraire l'or avec 60% de toxicité en moins. Chaque unité pilote doit atteindre un rendement supérieur à 90%. Ces indicateurs sont publics et vérifiables. 3. Former et certifier les acteurs. Sous la supervision directe d'Ibrahim Traoré, le programme SONAP forme ingénieurs, chimistes et mineurs à la chimie verte et à la gestion numérique des procédés. Objectif, 6000 techniciens qualifiés d'ici 2026. 4. Réinvestir les profits dans la restauration écologique. Une part fixe des recettes issues du recyclage finance la dépollution des sols et la reforestation. D'ici 2027, plus de 20 000 acres devront être réhabilités. La performance écologique devient un critère de subvention. 5. Harmoniser les normes régionales. Avec l'Alliance AES, le Burkina Faso prépare un cadre commun de certification or circulaire. Ce standard africain garantirait la traçabilité et renforcerait la crédibilité du continent sur les marchés mondiaux. Chaque étape inclut ces mesures. Quantité de déchets traités, taux de pureté, emplois créés, hectares restaurés. Ce plan, s'il demeure stable, ancre la souveraineté dans la continuité technique. Ibrahim Traoré l'a résumé d'une formule. Notre indépendance ne se proclame pas, elle se programme. Dans la lumière du soir, le four s'éteint lentement, laissant sur la table un lingot encore tiède. Ce métal, né de la poussière, porte les empreintes d'un peuple qui a choisi de ne plus attendre la validation du monde. Ibrahim Traoré entrait alors dans le cadre, non comme héros solitaire, mais comme témoin d'un passage, celui d'une nation qui a compris que sa force n'était pas dans l'or, mais dans l'unité qui l'a fait renaître. Le même lingot, aperçu au début du récit, brille désormais autrement. Ce n'est plus la promesse d'un gain, mais la trace d'un apprentissage collectif. Derrière chaque gramme se cachent des heures de formation, des gestes appris, des erreurs corrigées. La matière a changé, les esprits aussi. Le Burkina Faso n'a pas seulement fondu l'or, il a fondu la peur de dépendre, il a transmuté la fatigue en méthode, la dette en détermination, la résignation en connaissance. Et tandis que les machines se taisent, une voix murmure. Ce que nous avons raffiné, c'est notre avenir. Un lingot, un symbole, un peuple debout. La souveraineté, ici, n'est plus un mot. C'est une chaleur qui ne s'éteint plus. Ce récit n'appelle pas à l'admiration, mais à la réflexion. Le Burkina Faso, en réapprenant à transformer ses propres déchets, rappelle au monde que la richesse ne réside pas dans ce que l'on extrait, mais dans ce que l'on décide de garder. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de son peuple n'est pas une exception africaine. C'est une leçon universelle sur la maîtrise du destin. Quand une nation peut fondre son propre or, elle apprend aussi à forger sa liberté. Ce geste, répété chaque jour dans la chaleur rouge des fours, devient un rituel collectif, une prière laïque pour la dignité. Alors, face à cette lumière du Sahel, chacun peut se poser la même question. Que ferions-nous, nous aussi, si nous découvrions de la valeur dans nos cicatrices? L'avenir ne s'achète pas, il se construit. Une étincelle, un savoir, une volonté à la fois. Si vous croyez qu'un peuple peut renaître de ce qu'il recycle, partagez cette idée. Que le monde voit que la liberté, comme l'or, se raffine entre nos mains.